Donc Vincent Marcus, sous-directeur économie et évaluation au CGDD. Donc cette table ronde, elle va s'enchaîner très bien avec ce qui vient de vous être présenté, puisque là l'idée c'était un peu j'ai envie de dire d'aller au bout, de boucler la boucle et de voir, puisque finalement en sortie du GT, on a des outils plus ou moins élaborés, et de voir dans quelle mesure ça marche vraiment, est-ce qu'on peut les utiliser, dans quel cas, est-ce qu'il y a des cas où ils pourraient être facilement utilisés, éventuellement est-ce qu'il y a d'autres cas aussi, d'autres domaines dans lesquels il y a des sujets à investiguer. Donc je suis très heureux d'accueillir tous ces participants à la table ronde. Donc Bautran Nguyen, qui est responsable des missions évaluation socio-éco à la 7, Audrey Sénator, donc la chef du département, je lis, j'ai pas retenu le nom de ton département intégralement, recherche, on va dire, à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, c'est ça. Louis Gaëtan Giraudet, économiste et chercheur au CIRED, et puis Frédéric Grelot, économiste chercheur aussi à l'INRAE Montpellier. J'ajoute que je remercie tous. J'ajoute qu'en préparant la table ronde avec ces intervenants, on a eu l'ambition immodeste de faire une vraie table ronde, pas forcément une table rectangulaire. Donc, je vais essayer de passer plusieurs fois la parole aux intervenants, ce qui est, à mon avis, un défi. Peut-être, Frédéric, je te passe la parole d'abord sur les inondations. Je pense que tu peux prendre un micro, voilà. Ça marche? C'est bon. Du coup, alors on m'a demandé de faire une petite présentation, donc je vais attendre qu'elle s'affiche. Pour commencer, voilà, c'est bon. Donc moi, je vais vous faire un petit retour sur le côté application de ce qui a été présenté avant sur les impacts psychologiques appliqués, pris en compte dans l'évaluation des projets de gestion des inondations. Ouais. Et je vais revenir. Alors c'est super bien parce qu'en fait ça a été bien présenté avant, donc je vais pouvoir aller très très vite sur les premiers transparents. J'avais peur d'être trop long dessus, mais sauf que hop, je vais au début. Juste un petit point. Donc ce qu'il faut retenir, donc du coup sur cette méthode, c'est une méthode qui existe, qui est déjà opérationnelle pour évaluer les projets de gestion des inondations, qui est centrée sur les projets qui en fait vont chercher à contrôler les aléas, et qui a une petite histoire au niveau du développement, parce que c'est une méthode qui a été élaborée de façon pragmatique, en se concentrant d'abord sur des impacts des inondations qui avaient été jugés faciles à monétariser, avec des indicateurs qui étaient faits pour les autres impacts, dont les impacts sur la santé. La méthode, quand elle avait été développée dans les années 2010, elle a été mise en place directement et utilisée dans le cadre des PAPI, des labellisations PAPI. Et il était convenu que quand on avancerait sur les méthodes, on chercherait à intégrer en fait les nouveaux compartiments qu'on pourrait évaluer dans le cadre de cette méthode. Et donc la question là, c'est est-ce que maintenant on est assez mûr pour prendre en compte les impacts sur la santé? Donc sur les impacts sur la santé, je vais aller super vite parce que ça a été très bien dit avant. Donc il y a le côté effet court terme, effet long terme. Les effets court terme, dans les revues de littérature, notamment en France, c'est décrété comme étant pas très visible. Et donc les gens qui font des études d'épidémio mettent beaucoup en avant donc les effets long terme, donc les stress post-traumatiques et aussi des effets sur la dépression. Et ils mettent en avant un certain nombre de relations entre ces impacts attendus des inondations et un certain nombre de conditions. Donc effectivement, l'expérience de l'inondation, mais aussi la façon qu'on a de prendre en charge les personnes après les inondations, et quelque chose qui est assez important, comment ça se passe dans la phase de réparation, de retour à la normale. Sur les durées, donc oui, c'est ça, c'est entre 1 an, 2 ans, plusieurs années selon les personnes, donc une valeur de 13 mois, ça semble complètement légitime. Alors, moi, ce qui m'a été demandé dans ce cadre-là, c'est d'essayer de voir si on appliquait cette méthode, qu'est-ce que ça pouvait faire, qu'est-ce que ça pouvait changer en termes de conclusion sur ce que des évaluations économiques donneraient sur des vrais projets. Donc, je repose comme ça un petit peu à l'écrit les points clés de la méthode qui nous a demandé d'être évaluée, là, donc à travers l'outil qui a été mentionné.
Donc, juste ce que je vais dire, c'est que les chiffres ont déjà été donnés. Je vais juste aller à la fin. Quand on va jusqu'à la fin, donc il y avait le côté quelle est la valeur d'un stress post-traumatique, quelle est la valeur quand on tient compte de l'aléa. Ensuite, si on va jusqu'à l'échelle d'un logement, si on se dit qu'un logement, pour un ordre de grandeur, on va dire c'est 3 habitants sur un logement, ça fait des valeurs qui seraient entre 5 000 et 22 000 euros. Et juste pour se donner un ordre de grandeur, les dommages matériels sur les logements, en moyenne, ils sont estimés à peu près à 8 500 euros. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable à l'échelle, enfin ce qu'on rajouterait n'est pas du tout négligeable à l'échelle des dommages matériels. Alors la méthodologie, elle a été appliquée sur un cas d'étude donc autour de Montpellier, sur un bassin versant qui s'appelle le bassin de l'Or. Et sur Saintes, en fait, ce cas d'étude, il a été choisi parce que justement, on avait accès aux données qui permettent de refaire complètement toute l'évaluation économique, qui est assez technique, donc qui combine des modèles hydrauliques, une connaissance de l'occupation du sol et un certain nombre de modélisations sur du coup la vulnérabilité d'un certain nombre d'enjeux. On avait accès donc à toutes ces données et en plus il y avait différents bassins versants, différents projets. Ça permettait de tester la méthode pas sur un seul cas mais sur 5 cas. Donc au final, quand on déroule les choses, ce dont on s'aperçoit, donc juste dans le tableau du bas, c'est juste la différence relative en pourcent sur chacun des compartiments. Donc la première ligne, ça va être les dommages avant le projet. La deuxième ligne, c'est les dommages après le projet. La troisième ligne, c'est les dommages évités, les conséquences évitées. Et la dernière ligne, donc, c'est la VAM. Donc on voit que sur chacun des bassins versants, qui sont vraiment tous proches, collés aux uns aux autres, les variations peuvent varier de quasiment, pas d'impact, en fait, à la prise en compte de ces impacts de santé, à des impacts vraiment très très forts, que ça soit sur les différents indicateurs. Quand on regarde un petit peu plus en détail, la variation en fait qu'on peut avoir entre prendre en compte les impacts sur la santé, donc psychologique, et ne pas les prendre en compte, on voit que ça dépend déjà de la situation, enfin dans quel cadre on se place. Est-ce que c'est un territoire sur lequel il y a beaucoup de logements en poids par rapport aux autres enjeux, donc plutôt on va dire par exemple des activités agricoles, des activités économiques, parce que comme c'est lié au logement, ben ça va avoir une importance. Mais c'est aussi lié en fait à la nature des projets. Est-ce que c'est plutôt des projets qui vont être dans une logique de tout ou rien, donc sortir du coup des logements de la zone inondable, et c'est là qu'on aura beaucoup d'effets avec la méthode qui est proposée, ou alors des projets qui vont avoir des gains marginaux, donc baisser des hauteurs d'eau pour un certain nombre de scénarios. Ça, c'est quelque chose qui est valorisé avec les modèles de vulnérabilité matérielle, mais qu'il est beaucoup moins, enfin, c'est pas dans la logique de la méthode, de l'estimation sur les impacts psychologiques. Donc au final, pour finir, j'espère que je vais tenir mes 5 minutes, au niveau des enseignements, sur le bilan, là, sur la méthode, on voit que ça va bien dans l'esprit qui était celui du développement de l'évaluation économique dans la gestion des inondations, d'aller vers une plus grande complétude sur tous les impacts des projets. Au niveau applicabilité, la méthode elle n'est pas complètement simple, mais sa complexité est justifiée parce que justement quand on l'applique sur des cas différents, on voit qu'il n'y a pas de relation complètement évidente. On ne peut pas l'adosser par exemple juste au nombre de logements, etc. Il faut rentrer un peu plus dans les détails. Et de toute façon, elle est utilisable telle quelle, clé en main. Et on l'a déjà adaptée pour la rendre encore plus facile à être utilisée par des bureaux d'études qui voudraient faire ce genre d'études. En plus, ça rentre vraiment dans cette logique de méthode vertueuse qui a été un petit peu le cas quand on a mis en place ce côté évaluation économique dans la gestion des inondations. Parce que d'une part, ça oblige à bien rendre visible la population qui est en zone inondable selon les différents scénarios. Une chose qui était un peu mis sous le coude quand il y avait juste la question des valeurs monétaires sur les dommages matériels aux logements, aux entreprises, aux activités. Et en plus, ça force à rentrer dans une amélioration de la compréhension des processus sur les impacts des inondations. Au niveau des limites, donc il y en a un certain nombre. Donc sur le côté, si on se borne au côté effet psychologique, la méthode qui est proposée, elle se concentre que sur une tranche de la population, donc ceux qui habitent dans des logements.
mais il y a tout un pan d'une autre population, notamment tout ce qui est lié aux activités qui peuvent aussi avoir ce genre d'impact. Et c'est quelque chose qui, là, pour le coup, je comprends le groupe de travail, qui est très très mal renseigné dans la littérature. Donc, toutes les études épidémiaux se sont beaucoup plus concentrées sur les habitants que sur les usagers du territoire, les entrepreneurs, les salariés, etc., etc. Une deuxième limite aussi, mais je pense qu'il pourrait être amélioré assez facilement, c'est de proposer un cadre pour l'analyse des incertitudes autour de la méthode, en regardant donc les différentes étapes clés de son application, que ce soit du côté de la valeur tutélaire, du côté de l'estimation de la population et aussi du taux d'incidence qui a été choisi. Alors une autre limite, moi, que je trouve assez importante, mais qui questionne en fait de façon plus large la pratique de l'évaluation économique dans la gestion des inondations, c'est que techniquement, en fait, cette méthode, elle conforte un biais qui est qu'elle va favoriser des projets qui sont de type poutroyen, donc ceux qui font les digues. Et alors, c'est pas un défaut de ce qui est proposé sur le côté évaluation des impacts sanitaires, c'est plutôt un défaut de l'application générale de la méthode des inondations qui, c'est une directive de l'État, une préconisation de l'État, se refuse à faire le lien entre l'impact sur le développement du territoire et les aménagements de type inondation. C'est-à-dire que les aménagements de type inondation ne sont vus que contre des protections contre des aléas, mais pas dans une logique de conditions pour permettre un aménagement différent du territoire, donc avec des gens qui vont s'installer derrière le système de protection et tout ça et tout ça. Excellent, merci Frédéric. Voilà, tu as surperformé au niveau temporalité. Alors, tu as le droit à une question bonus avant que je passe la parole à Audrey. Donc, si je résume, la méthode fonctionne et ça vaut le coup quand même, puisque ça génère quand même, en tout cas, ça peut générer des bénéfices significatif. Et ce que tu viens de dire, finalement, c'est de même que ce matin, on appelait un peu à une convergence entre transport et aménagement. Finalement, il faudrait aussi appeler à une convergence en termes d'évaluation sur inondation et aménagement de manière plus générale. Alors, juste une question bonus en réponse à un des points qu'évoquait Benoît sur la question de la prise en compte des décès évités. Est-ce que ça, c'est pas intégré? Est-ce que c'est une piste intéressante? Est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est un faux problème? Enfin, je parle du point de vue de l'évaluation socio-économique, bien sûr. Alors, je ne vais pas dire que c'est un faux problème de regarder la question des décès. Le principal problème quand on cherche à regarder les impacts des projets sur les décès, c'est qu'on est assez embêté pour donner des effets aux projets de gestion des inondations sur les décès. Pour le moment, les projets qui sont évalués, c'est les projets qui valent le plus cher. Donc les projets qui vont mettre des digues, renforcer des digues, mettre des retenues. Et ces projets-là, c'est pas les projets qui sont réputés être ceux qui vont atténuer en fait les décès. Ça va plutôt être une meilleure organisation de la crise, une meilleure alerte, etc. Et c'est des pans entiers de la politique de gestion des inondations qui ne sont pas pour le moment sous le projecteur de l'évaluation économique. Merci. Bon, alors, pour éviter des décès ou éviter des traumatismes par des digues, passer de ça à les éviter par des interventions des sapeurs-pompiers, il n'y a qu'un pas. Donc, du coup, je vais peut-être passer la parole. Est-ce que c'est un terrain fécond pour l'évaluation socio-économique ? Alors oui, pour faire le lien. Alors tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité et puis évoquer ce que l'évaluation socio-économique en termes de méthodes et d'outils peut avoir comme intérêt au regard des enjeux qui concernent les risques. Et effectivement, le risque à inondation est un enjeu partagé par les primo-intervenants que sont les sapeurs-pompiers aussi sur ces risques et qu'ils identifient. Un petit mot de contexte peut-être, qu'ils identifient dans chaque département, les services d'incendie et de secours identifient un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Et le risque inondation en fait partie. Puis il y a d'autres risques qui concernent aussi les questions qui ont été évoquées ce matin, notamment au niveau de l'aménagement du territoire. On revient sur ces questions aussi. Densité de population, etc., etc. Et donc, c'est une obligation législative pour ces services d'incendie de faire cette analyse départementale d'analyse et de couverture de ces risques pour ensuite déterminer un règlement opérationnel qui est validé par le préfet et financé par les conseils départementaux. Donc,
plusieurs acteurs et plusieurs rôles, puisqu'on évoquait aussi les rôles à déterminer dans une évaluation socio-économique ou une opération, et donc un projet aussi, inondation, les rôles des uns et des autres, pas toujours évident de façon ex-ante à identifier pour pouvoir effectuer effectivement un calcul. Alors, l'évaluation socio-économique, elle est arrivée il y a quelques années ou quelques mois maintenant au niveau de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, en ce qu'il y a eu plusieurs productions de mémoires d'officiers en formation et notamment de futurs directeurs de ces établissements locaux que sont les SDIS, à partir de ce qui a été appelé au départ du coût du sauvé, puisqu'on parle effectivement plutôt des décès évités, mais en termes de valorisation, c'est le terme qui a été celui qui a été défendu effectivement au départ. Et puis un certain nombre de travaux ont été conduits par ces officiers aussi qui font une formation, qui reviennent assez souvent en formation à l'école à l'ENSOSP à Aix-en-Provence, a été de poursuivre ces travaux sur les dommages évités, notamment les biens évités, mais aussi et cela commence sur les dommages évités en environnement. Pourquoi ? Parce que parmi les acteurs de sécurité civile, les sapeurs-pompiers doivent protéger les personnes, les biens et l'environnement. Alors, ces sapeurs-pompiers, qui sont de 250 000, se composent pour la plupart de sapeurs-pompiers volontaires. Donc, sur le territoire, à part à Paris et à Marseille, ici, les pompiers sont militaires. On a des acteurs qui sont à la fois primo-intervenants et donc concernés aussi par ces risques sur lesquels ils interviennent et donc sur lesquels ils sont sollicités de façon plus ou moins importante en fonction des risques et en fonction des œuvres qui peuvent être effectivement construites sur un territoire donné. Donc les résultats d'une évaluation socio-économique de l'inondation a un impact direct aussi sur le maillage territorial, sur la réponse opérationnelle qui va être stratégiquement définie, arbitrée, planifiée dans le temps. Et ce sont aussi ces sapeurs-pompiers, la plupart du temps, également des citoyens qui interviennent sur leur temps libre la plupart du temps. Et donc là, on a un double rôle, si j'ose dire, un intérêt peut-être un peu particulier en termes d'aménagement du territoire sur, par exemple, l'implantation d'une caserne dans un quartier. On parlait de quartier, d'écoquartier ce matin, ou de risques émergents, mais ça peut être effectivement les risques inondations. L'implantation d'une caserne que l'on peut évoquer sur si cette caserne n'est pas installée en rapport avec ces risques émergents, quels bénéfices on risque de perdre, en tout cas quel coût cela peut avoir effectivement par rapport à la population, les biens et l'environnement. Donc cette approche de l'évaluation socio-économique a fait l'objet, je disais, d'un mémoire d'un aujourd'hui directeur départemental qui nous a mis en lien avec l'UMOMSTAR qui a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Et on a trouvé un intérêt, au regard des enjeux que j'évoque à très grands traits là, de financer une bourse doctorale. Et donc c'est David Swan qui est parmi nous aujourd'hui, qui, là en troisième année, dirigé par Luc Momstar, qui s'approprie les données des différents départements. Et là aussi, le problème des données, c'est que chaque département ne les trace pas de la même façon et ne catégorise pas ses interventions non plus de la même façon, pour justement travailler sur la démarche et avoir, si j'ose dire, du grain à moudre et du coup s'enquérir de la démarche qui a été évoquée précédemment pour sensibiliser à la fois nos officiers en formation, donc nos directeurs. Il y a 1 jour et demi de sensibilisation chaque année pour les futurs directeurs sur l'évaluation socio-économique, à la fois en termes d'évaluation ex ante pour
convaincre aussi les financeurs et leurs bailleurs de continuer à investir sur le plan immobilier et pas seulement, mais sur le plan également des équipements sur le territoire en fonction de risques émergents, étant entendu que la départementalisation des services d'incendie et de secours qui étaient communaux date de 1993 et 16 cela a été entériné par une loi de 1996. Donc le parc immobilier, mais aussi des équipements, est assez vieillissant, parce qu'il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été effectués les années passées. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget des services d'incendie et de secours, c'est un peu plus de 5 milliards. Et en termes d'investissement, tous 10 confondus, on est à peu près à 840 millions d'euros d'investissement chaque année. Donc on a par la suite eu le besoin de constituer un petit groupe de travail, bien plus modeste évidemment que ceux qui ont été exposés ce matin, au sein duquel, outre Luc Baumstark, David Swad et moi-même pour faire le lien avec les services d'incendie et de secours, on a eu autour de la table des directeurs, des contrôleurs de gestion, des responsables administratifs et financiers qui ont pu permettre à la fois l'accès aux données, mais surtout réfléchir aux impacts potentiels, aux indicateurs les plus pertinents possibles pour s'engager dans cette démarche d'évaluation socio-économique et l'intérêt qu'on pourrait y trouver. Et c'est en cela qu'on a pu avoir justement une intervention au cours de nos réunions, notamment de Bénédicte Meurice, qui était en cours de travaux au sein du groupe de travail qui a été présenté tout à l'heure, pour faire le lien justement entre ce que vous avez développé en termes de méthodologie et le transfert de méthodes dont on pouvait bénéficier aussi sur la démarche qui est aujourd'hui engagée. Bien. Donc, domaine pas intuitif a priori, mais en fait dans lequel finalement l'évaluation socio-économique est déjà bien présente et se développe finalement. Alors c'est le tout début, on initie effectivement un petit peu les choses. Il est apparu pertinent de travailler sur les délais d'intervention, montrer que la création d'une caserne en identifiant un risque émergent et en pouvant justement comparer avec une situation de référence sans centre de secours, avec ce risque nouveau identifié ou avec un nouveau centre de secours, d'une diminution par exemple de 2 minutes en termes de délai d'intervention et de décès évités, voire de blessés graves, en prenant comme valeur tutélaire les 3 millions qu'on connaît par exemple pour les décès évités, et montrer une vanne qui permettait justement sur une dizaine d'années de montrer toute la pertinence d'investir sur un centre de secours sur un nouveau quartier par exemple. Très bien, merci pour cet exemple très éclairant. Je vous propose alors de changer d'objet, donc il faut être un petit peu souple dans ce GT puisqu'on a abordé plein de thématiques. Peut-être de passer à l'objet rénovation énergétique. Louis Gaëtan, peut-être, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire finalement des valeurs qui ont été produites par le groupe en matière d'évaluation des politiques de rénovation? Voilà, merci Vincent. Donc moi je vais vous présenter les résultats d'une étude qui est sortie l'année dernière, donc qui a été réalisée avec Silvano Domergue du CGDD et François Chabrol qui était à l'époque avec moi au CIRED. Et en fait, cette étude, elle a utilisé précisément la méthode que nous a exposée Benoît Dervaux sur la quantification des bénéfices de santé de la rénovation énergétique. Donc notre objectif, c'était d'évaluer un article de la loi climat et résilience, qui était en fait même déjà en chantier dans la précédente loi, qui vise à interdire la location des logements considérés comme indécents dans le parc locatif et de généraliser cette interdiction d'ici 2034. Donc là, évidemment, l'objectif, c'est de considérer qu'il y a des problèmes de santé liés aux passoires thermiques et on veut s'en débarrasser en espérant des gains de santé et des gains évidemment environnementaux. Donc l'échéancier qu'on a considéré pour cette mesure, vous l'avez à l'écran, c'était que la mesure s'appliquait à partir de 2021 et 2022 à la fraction vraiment la plus énergivore du parc.
et qu'ensuite, tous les 2 ans, elle était rehaussée et généralisée. Donc d'abord, l'intégralité des logements G en 2023-2024, puis étendue au logement F en 2025-2027, et ensuite étendue au logement E. Et on considère que l'interdiction est pleinement aboutie en 2034. Donc en fait, dans les travaux qu'on a considérés, on considère que cette interdiction, elle induit à partir du moment où le logement ne peut plus être loué parce que c'est une passoire thermique, automatiquement, il va être rénové. Donc c'est une vision assez idéalisée de l'instrument, mais on a fait d'autres scénarios que je vous montrerai également. Donc les bénéfices qu'on a considérés pour cette évaluation, c'est la consommation d'énergie évitée et les émissions de CO2 évitées. Évidemment, ça c'est notre cœur de métier. Et la grande nouveauté, c'est qu'on a considéré également les gains de santé, donc, qui ont été exposés par Benoît Dervaux, donc la morbidité évitée, donc avec l'idée que pour les logements considérés comme à risque, il y a une chance sur 18 qu'il y ait un événement de morbidité qui intervienne, donc maladie cardiovasculaire ou respiratoire. La mortalité, si je me souviens bien, c'est 3% des cas de morbidité conduisent à un décès, et les coûts les dépenses de santé évitées. Et donc, quand on prend en compte tous ces éléments, on arrive à 7 500 € par logement. Donc, souvenez-vous, c'est 130 000 € par logement concerné, mais comme il y a une chance sur 18 que ça intervienne, on arrive à 7 500 € par logement. On évalue aussi les coûts pour les finances publiques, puisque si on va réduire la consommation d'énergie, on va réduire les rentrées fiscales. Mais ça, c'est un peu anecdotique, j'en parlerai pas. Et on utilise donc le modèle qui s'appelle RES-IRF, qui est un modèle de demande d'énergie et d'investissement dans la rénovation énergétique qu'on a développé au CIRED. Donc, avec ce modèle, c'est qu'il y a plus de 10 ans maintenant, on a réalisé plusieurs études pour le ministère pour évaluer les différentes politiques de rénovation énergétique. Et vraiment, la nouveauté dans cette étude, c'est d'ajouter les gains de santé. Et vous allez voir qu'il y a une vraie valeur ajoutée à le faire. Donc, la valeur ajoutée, elle apparaît assez clairement ici à l'écran. Donc, cette figure vous présente le bilan socio-économique de cette interdiction de mise en location des logements indécents. Donc, elle se lit de gauche à droite. Tout à gauche, vous avez le coût de la mesure en termes d'investissement dans la rénovation énergétique. Et quand vous allez vers la droite, vous additionnez les bénéfices de la mesure. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on prend en compte la réduction, l'allègement de factures énergétiques et la réduction des émissions de CO2, donc qui sont valorisées à la valeur tutélaire du carbone qui fait autorité, déjà, on a un bilan socio-économique positif. Okay. Donc ça, ce type d'analyse, c'est ce qu'on était capable de faire, nous, jusqu'à maintenant. Et grâce aux travaux qui ont été exposés un peu plus tôt, on est capable maintenant d'ajouter un volet santé. Et donc, vous voyez que quand on prend en compte en plus la réduction de la morbidité, la réduction des coûts de santé et la réduction de la mortalité, là, on a un bilan socio-économique qui augmente très nettement. Okay. Et donc, si les économies d'énergie et de CO2 suffisent à ce que la mesure ait un bénéfice social net, les bénéfices de santé pèsent très lourd dans la balance quand on les considère. L'incertitude qu'on a évaluée sous différents scénarios en jouant sur les paramètres, elle est de 11 millions d'euros sur la valeur finale, mais donc vous voyez qu'on reste largement dans un domaine positif. Alors, il y a une critique qui est souvent entendue par rapport à cette mesure qui consiste à donc interdire la location des passoires thermiques, c'est qu'elle suppose que tous les locataires d'une passoire thermique vont se retourner contre leur propriétaire pour exiger une rénovation.
Or, on sait, les associations d'aide au logement nous disent que ça n'arrive pas, en tout cas pas du tout assez souvent que ça devrait. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait peut-être envisager une politique qui soit un petit peu plus réaliste, en tout cas des conditions de mise en application qui soient plus réalistes. Et donc, on a considéré que la mesure, l'obligation de rénovation, en fait, ne s'appliquait qu'au moment du changement de locataire. Okay, donc, c'est pas instantané, vous ne pouvez pas relouer le logement si il est considéré indécent. Donc, pour vous donner une idée, il y a à peu près la probabilité qu'un logement loué change de main chaque année, c'est à peu près 18%. Donc, ça vous donne une idée du cycle. Donc, c'est une première alternative de scénario. Deuxième alternative de scénario, on s'est dit, finalement, l'interdiction actuelle, elle impose juste de sortir de l'indécence, mais elle ne fixe pas de seuil d'efficacité énergétique à atteindre. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on ajoute un seuil? Parce que finalement, sortir de l'indécence, si vous rénovez votre logement, que vous le mettez en D, vous êtes sorti de l'indécence, presque. Mais pour la santé, c'est bien. Pour la planète, on peut peut-être faire mieux. Donc, on a croisé ces deux variantes de scénario. Donc, je répète, ajout ou pas d'un seuil, et application un petit peu moins contraignante de la mesure à chaque rotation, à chaque changement de locataire. Donc, ce qu'on voit sur les quatre histogrammes de gauche, c'est ce qui se passe quand l'obligation est immédiate, mais qu'on ajoute un seuil. Et le point que vous voyez à chaque fois, c'est le bilan socio-économique net, et tout est décomposé dans l'histogramme. Et donc, vous voyez que si on applique un seuil qui va en C, eh bien, on augmente nettement les bénéfices socio-économiques comparé à une situation où on demande juste de sortir de l'indécence sans fixer de contraintes. Okay. Alors, une fois, en gros, qu'on arrive en C, les bénéfices de santé, ils sont réputés acquis. Et donc, si ensuite vous allez en B ou en A, vous aurez toujours les mêmes bénéfices de santé. Donc, c'est notamment pour ça que ce qu'on observe ici, c'est que ce qui semble optimal, en tout cas qui maximise les bénéfices, c'est d'aller en C. Donc ça, on comprend bien que d'un point de vue social, c'est bien. On est vraiment sorti massivement de l'indécence énergétique. Évidemment, pour la planète, ça veut dire c'est pas forcément C qui nous permettra d'atteindre des objectifs très ambitieux de réduction des émissions. Ensuite, les 4 histogrammes de droite, ils vous montrent la même chose, mais si l'obligation s'applique de façon moins contraignante, c'est-à-dire à chaque rotation de logement. Et là, on voit que en fait, le bilan socio-économique, il est à peu près du même ordre de grandeur. Donc, par exemple, si on compare la première barre tout à gauche et la 6e, on peut se dire, on voit que le bénéfice socio-économique, il est supérieur si on a une obligation un peu moins contraignante sur le rythme de rénovation, mais qu'on fixe un seuil de performance. Donc voilà, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les bénéfices de santé, ils pèsent très lourd dans la balance, dans cette mesure, et que voilà, c'est avant tout, on peut en déduire que c'est avant tout une mesure sociale qui dégage des bénéfices positifs. Pour la planète, c'est pas ça qui va changer complètement la donne, mais en tout cas, les bénéfices sociaux, ils sont très importants. Merci beaucoup. Effectivement, c'était assez frappant. Donc là, on était sur des grandes politiques nationales. Peut-être je me tourne vers Baotran Nguyen sur ces sujets de rénovation ou d'intervention sur les logements. Est-ce que, avec votre expérience, vous retrouvez un peu ces questions? On voit que, comme dit Gaëtan, on n'a pas forcément besoin du bénéfice de santé pour équilibrer la vanne, mais disons que ça fait quand même pas de mal, quoi. Merci en tout cas pour m'accueillir aujourd'hui. Moi, je vais essayer de vous délivrer une vision qui est celle du praticien, puisque je suis à la SED, qui est un cabinet de conseil
en partie en évaluation socio-économique. Je trouve que les travaux de Louis Gaëtan étaient vraiment passionnants, en tout cas pour nous qui nous interrogeons à la fois sur du logement privé, puisqu'on travaille beaucoup pour des bailleurs sociaux, mais aussi sur le bâtiment tertiaire, le bâtiment public, qui est une grande question aujourd'hui, puisque la rénovation énergétique du bâtiment public, des bâtiments publics, c'est 4 milliards d'euros sur les 7 milliards alloués à la rénovation énergétique dans le plan de relance actuel. Donc, grosse priorité. Et derrière, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est assez difficile d'évaluer les effets de santé. C'est pas pareil que lorsque, par exemple, ce matin, on évoquait tout ce qui était projet de mobilité, par exemple, où les effets, notamment les externalités environnementales, sont assez mécaniques finalement, donc assez facile à calculer. Lorsqu'on est sur des effets de santé, finalement, on n'a pas cette sécurité, en tout cas physique. Il y a des taux de prévalence qui sont plus ou moins complexes, etc. Et en particulier sur la rénovation énergétique du bâtiment tertiaire et des bâtiments publics, ce qu'on voit, c'est que finalement, on est aujourd'hui sur des coûts de rénovation énergétique qui sont tellement prohibitifs dès lors qu'on veut faire une rénovation performante, c'est-à-dire celle qui couvre à la fois l'enveloppe et les équipements, qui touche du coup le chauffage, la ventilation par exemple, que lorsqu'on est sur des typologies de bâtiments qui ne sont pas forcément du F et G comme tu as pu l'analyser, de fait, derrière, en fait, les investissements encourus ne permettent pas, ne sont pas forcément justifiés par des économies d'énergie ou par des émissions de gaz à effet de serre évitées. Je ne sais pas si on peut remettre ta slide qui était très, très intéressante, mais on voyait par exemple dans la dernière slide de Louis Gaëtan que lorsqu'on passait sur des cibles C, B et A progressivement, finalement le coût de l'investissement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il croissait beaucoup plus vite que les économies d'énergie et que les émissions de gaz à effet de serre évitées. Et ça, c'est assez symptomatique parce que sur le bâtiment public à rénover, bien sûr, il y a du F et G où je pense que là, sur le bilan socio-économique, on rentre vraiment dans nos frais. Et bien sûr, s'il y a des effets de santé à ajouter en plus, c'est parfait. Et c'est que du bénéfice socio-économique majoré en plus. Par contre, lorsque vous êtes sur du E, c'est un peu plus ambigu. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que sur le bâtiment public, on a des problématiques sur les combustibles de chauffage qui sont pas forcément aussi les mêmes que dans le logement privé. On n'est pas forcément sur du fuel ou des modes très, très, très émissifs, en fait. Donc, on perd aussi tout ce bénéfice-là sur les émissions de gaz à effet de serre évitées. Donc ça, c'est assez important, ce qui fait que nous, lorsqu'on fait une évaluation socio-économique d'une opération de rénovation énergétique, ce qu'on va regarder aussi, c'est est-ce qu'on ne peut pas resituer cette opération de rénovation énergétique dans son contexte. Donc, on a évoqué ce matin l'aménagement, le lien avec le tissu urbain, notamment quand on fait de l'isolation thermique par l'extérieur qui permet de rénover les façades qui n'ont peut-être pas été touchées depuis longtemps. Ça, c'est un sujet. On va essayer de regarder le confort d'été, le confort d'hiver. Est-ce qu'on a moins chaud en été, moins froid, en tout cas en hiver. Et des questions qui touchent aussi peut-être au bien-être et au confort d'usage, à la valeur d'usage, somme toute, des équipements. Mais le fait est, pour être transparente aujourd'hui sur ces opérations-là, les effets de santé comptent assez peu parce qu'en fait, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants. Lorsque, dans nos démarches qui sont assez participatives d'évaluation socio-économique, on sonde les usagers, les étudiants, les administratifs qui occupent aussi ces bâtiments, il y a des incidents relatifs à la santé qui sont relevés. Je vais vous évoquer là le cas d'une opération où on m'a parlé, par exemple, de 2 évanouissements qui avaient eu lieu parce qu'il y avait un taux de concentration de carbone qui était trop élevé dans les salles de TD. Ça évoque peut-être pour vous ce qui est le syndrome du bâtiment balsain, le Sick Business Syndrome pour les anglophones, qui permet du coup de faire un lien en fait avec un état de santé, souvent des évanouissements, des céphalées, etc. et le lieu de travail de ces usagers-là. Après, comment en fait on prend en compte ces effets-là? C'est des effets qui sont très passagers avec une probabilité une occurrence qui est vraiment très faible. Là, on avait eu 2 évanouissements sur les 5 dernières années. Est-ce vraiment significatif? Les personnes se sont relevées après. Mais pour autant, effectivement, on n'a pas réussi à le monétariser. Il n'y a pas d'impact sur la valeur statistique de la vie humaine, pas d'impact sur la morbidité, rien sur la littérature, sur le consentement à payer. Et en plus, la littérature met un effet très psychologisant sur ces effets-là. Donc, est-ce qu'on estime quand même que c'est significatif?
et comment en fait derrière on le prend en compte. Enfin voilà, moi c'est une question en tout cas assez ouverte et un champ d'approfondissement en tout cas possible pour la recherche, puisqu'on voit quand même qu'il y a ces effets de santé qu'on a abordé beaucoup sous l'angle de la morbidité, mais peut-être qu'il y a aussi tout ce qui est ce qu'on a vu en fait avec les inondations, où il y a tout ce qui est un peu dommage psychologique, qui est certes là beaucoup plus léger que ce que les traumatismes qu'on peut connaître dans le cas des inondations, mais qui pourrait peut-être mériter d'être un facteur en tout cas d'attention pour le champ de la recherche. Donc ça c'est en tout cas un premier sujet que nous on a en tant que praticiens. Peut-être le deuxième, pour revenir sur le sujet du logement finalement, la difficulté aussi qu'on a en tant que praticien, c'est de déterminer la part qui est vraiment attribuable à l'investissement et qui va vraiment, le lien de causalité en d'autres termes avec les externalités qu'on va raccrocher derrière. En tant qu'évaluateur socio-économique, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine des grandes trajectoires d'impact et que ça va déterminer derrière le bilan socio-économique également. Sauf que, voilà, il y a aussi des impondérables, des effets aussi comportementaux. Nous, ce qu'on a beaucoup vu sur la rénovation du logement privé, c'est ce qui est bien décrit par la littérature sous les effets rebonds que vous connaissez sans doute peut-être autour de la table. Mais il y a deux façons finalement d'allouer les gains énergétiques liés à une rénovation. Soit en fait à budget, on va garder la même température, mais on va pouvoir payer moins cher et abaisser sa facture énergétique. Soit finalement, je vais opter plutôt pour du confort thermique et du coup faire le choix de me chauffer plus en payant moins ou une somme équivalente à ce que je payais précédemment. Et ce qu'on a observé de façon assez empirique, c'est pas forcément des études représentatives sur un parc de logements suffisamment significatif, mais sur un échantillon d'une dizaine d'opérations, ce qu'on voit, c'est que finalement, sur 25% d'entre elles, les locataires ont fait le choix de se chauffer plus que la température de consigne de l'ADEME et que sans doute s'il y avait eu une évaluation socio-économique qui avait été faite au début et qui aurait été peut-être pas assez conservatrice, on aurait pris le parti d'allouer finalement tous les gains sur la facture énergétique abaissée et pas forcément de prendre en compte ce facteur-là de confort thermique et cet impondérable en tout cas autour des évolutions comportementales ou du comportement et des préférences simplement des résidents. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce deuxième sujet-là qui peut-être dans la littérature, si on cherche un peu de façon beaucoup plus approfondie que ce qu'on a fait jusqu'à présent, pourra donner en tout cas des préférences des habitants. D'accord, merci beaucoup. Oui, je crois que Audrey Sander voudrait réagir justement. Oui, les deux présentations me font rebondir sur tout l'intérêt de ce type de rencontre et d'avoir une approche intersectorielle. Bon, vous aurez compris, moi je suis pas économiste, mais on a plus que l'intuition, en tout cas du côté de la sécurité civile, qu'il faut s'engager effectivement dans la démarche. Et par exemple, sur les effets de santé, ce qui peut potentiellement alimenter, alors sur le plan de la donnée ou en tout cas en termes de recoupement, on a pu, au niveau de notre groupe de travail, identifier plusieurs familles d'intervention côté sécurité civile, celles qui concernent les incendies, et on a vu que justement au niveau des habitats et des logements insalubres, les incendies avaient tendance à être plus fréquents. Il y a une montée aussi des interventions pour intoxication justement au CO2, puisque les personnes et les habitants se chauffent avec des matériaux comme du bois, etc. Et donc, il y a une augmentation potentiellement sur du logement insalubre qui peut être significative et identifiable au niveau des interventions des sapeurs-pompiers. Donc, côté lutte contre l'incendie, mais aussi côté secours à personne, dans cette famille d'intervention, où là, on peut déterminer effectivement le type de malaise ou la récurrence d'intervention sur des bâtiments justement peut-être basse consommation, qui sont peut-être trop bien isolés. Et en termes de lutte contre l'incendie ou secours à personne, il y a certainement des données à recroiser. Et c'est ainsi qu'on peut, pour une famille d'intervention comme par exemple la lutte contre l'incendie, identifier des types de coûts qui sont directs et tangibles et intangibles. Et dans les coûts tangibles, on peut intégrer dans le calcul les dommages aux constructions, les dommages aux biens des particuliers, mais aussi les dommages aux biens professionnels qui coûtent effectivement assez cher, et les dommages physiques aux victimes, mais aussi les dommages physiques aux intervenants eux-mêmes, et les dommages psychologiques aux victimes qu'on peut également intégrer dans les coûts indirects pour cette famille d'intervention qui est la lutte contre l'incendie. Secours à personne, par exemple, y compris les accidents routiers, puisqu'on parlait aussi de sécurité routière en termes d'approche intersectorielle. Mais si
si l'on revient effectivement au logement, on pourra aussi intégrer les coûts directs et indirects, tangibles et intangibles, qui, par le biais des travaux et du recueil de données qui n'est pas simple, effectivement, de pouvoir obtenir, puisqu'il y a une approche départementale aussi de ces données, mais avec l'administration centrale au niveau de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, on travaille à un entrepôt justement de données assez propres qui permettent aussi de croiser les données des uns et des autres. Merci beaucoup. Bon, alors j'avais quelques questions dans ma poche pour Louis Gaëtan et Frédéric, mais je vais les garder pour l'instant. Peut-être je vais proposer plutôt de prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Sinon, je poserai mes questions. Alors, je vois plusieurs mains qui se lèvent. N'oubliez pas de vous présenter quand vous prenez la parole pour tout le monde. Merci. Bonjour, je suis Julie de Brux. C'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des recommandations ou des idées peut-être. Une première pour vous, Madame Morel Sénatoré, qui vous intéressez à la mise en œuvre d'évaluations socio-économiques dans votre domaine. Moi, je vous invite à aller lire les travaux qui ont été faits pour Météo France. Météo France qui donc veut se doter de nouveaux supercalculateurs pour ses prévisions météorologiques et projections climatiques. Et donc Météo France qui est un des premiers chaînons dans la chaîne de valeur pour favoriser la sécurité des personnes et des biens. Et donc dans ces études-là, on a attribué à Météo France une petite partie du bénéfice sécurité des personnes et des biens. Et donc je pense que si vous allez voir ces travaux-là, vous pourriez aussi, vous, derrière les 10, prendre une autre partie de ce bénéfice, puisque donc Météo France donne de l'information météorologique aux services dont vous faites partie pour prépositionner les forces, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller assez vite sur certains impacts en allant regarder les travaux qui ont été faits pour Météo France. Et puis peut-être suggérer aussi, peut-être pour Baotran, mais j'imagine que Louis Gaëtan, vous les connaissez aussi, les travaux de la chaire d'économie du climat, les travaux de Salomé Bakaloglou, justement pour prendre en compte ces sujets d'effet rebond qu'on a mobilisé d'une étude assez proche de celle que vous avez réalisée avec le CGDD et CIRED, et qui sont super éclairants pour justement prendre en compte ces sujets d'effet revenu et donc potentiels effets rebonds. Donc confort versus amélioration, économie d'énergie. Très bien, merci beaucoup pour ces précieuses références. Alors, il y a d'autres questions derrière. Je vois Olivier. Sur Météo France est publié sur le site de France Stratégie. Et dans toutes les bonnes librairies aussi. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, j'ai un masque, mais la circulation virale augmente. Véronique Ezrati, je suis médecin à EDF. Je voudrais reprendre ce que vous avez dit, Madame Baotran Nguyen, parce que vous avez soulevé quelque chose qui est important. Quand on améliore l'efficacité énergétique des logements, il ne faut pas oublier la ventilation. Vous avez évoqué le sick building syndrome, qui est plus décrit effectivement dans les bâtiments tertiaires. Ça a un coût et ça a été évalué quand même beaucoup en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. En termes de productivité, ça a été évalué à je ne sais pas combien de centaines de milliards par an, mais c'est évalué. Hein, et c'est pas du tout... Enfin, vous dites que c'est minime. En fait, l'OMS, qui a décrit ça après les chocs pétroliers dans les années 70, évalue à 20%, enfin, un nombre significatif de bâtiments sont victimes, voilà, de syndrome du bâtiment malsain. Donc c'est un phénomène qui est vraiment très, très fréquent. Mais c'est très important ce que vous avez dit, parce que quand on améliore l'efficacité énergétique des logements, il ne faut pas oublier d'y associer des actions sur la ventilation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... diminuer les coûts en termes de santé pour les remplacer par d'autres coûts en termes de santé qui concernent les problèmes liés à une mauvaise qualité de l'air intérieur, etc. Ça a été aussi beaucoup évalué par des équipes anglo-saxonnes, notamment Paul Wilkinson et son équipe, c'est un épidémiologiste en Angleterre, qui a évalué quand on isole mieux les logements, il a regardé le radon et les effets éventuels et les coûts que ça pouvait induire. Et c'est très significatif. Donc il ne faut pas oublier, et c'est bien que vous ayez évoqué ça.
Oui, je voulais prolonger un peu la remarque en disant effectivement que les questions d'isolation, enfin une des questions était très technique, mais c'était le déplacement du point de rosée et que c'était pas toujours très très bien contrôlé, notamment dans l'ancien et donc dans les plus grandes passoires thermiques, les fameux EF, etc. Mais moi, ma question était un peu différente. C'est que vous faites enfin, il m'a semblé, j'ai peut-être pas assez bien écouté, mais vous faites l'hypothèse qu'au fond, tous les ménages qui sont en situation de précarité énergétique doivent uniquement cette précarité énergétique à la mauvaise isolation de leur logement, et que du coup, si vous rénovez des logements F, enfin les pires, et vous les ramenez, mettons, en C ou D, tout le monde pourra se chauffer correctement. Or, ça ne me semble pas être vraiment le cas. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de ménages qui sont en situation de précarité énergétique parce qu'ils ont vraiment des très très faibles revenus. Et même avec un logement à C ou D, un hiver où il fait un peu froid, ils ont vraiment très froid chez eux. Et je ne suis pas sûr qu'on règle complètement le problème. Donc je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez regardé, que vous aviez chiffré, pris en compte. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu idéal dans la situation que vous décrivez, où on rénove et puis hop, il n'y a plus de problème. Oui. Alors, pour le coup, l'évaluation de la précarité énergétique, ça, on le fait depuis longtemps, dans nos précédentes études, et avec différents indicateurs, mais notamment l'indicateur du ratio entre dépenses d'énergie et revenus. Donc les évaluations de précarité énergétique, on les a fait par le passé, mais là, cette étude-là, elle est vraiment basée sur les caractéristiques du logement. Et donc, on ne prend pas le revenu en compte des ménages, mais en revanche, on regarde l'incidence de ce problème d'indécence en fonction des classes de revenus. Les résultats sont dans l'étude. D'ailleurs, je les ai en diapo annexe ici. Je ne sais pas si... Peut-être on peut les remettre. Mais effectivement, on voit que c'est quand même... il y a 50% des ménages concernés par l'indécence du logement sont les 40% des ménages aux revenus les plus modestes. Et donc, on est d'ailleurs capable de visualiser un peu les transferts qu'il y aurait, puisqu'on voit que 50% du parc locatif est possédé par les propriétaires des 20% les plus riches, et 50% de ce même parc est occupé par des ménages des deux plus bas quintiles de revenus. Donc, la mesure permettrait vraiment, occasionnerait vraiment des transferts importants des catégories aisées vers, les propriétaires aisés vers les ménages modestes. Il y a Frédéric qui veut ajouter quelque chose. Je voudrais faire un petit pont. Dans les effets impact sur la santé liés aux inondations, dans les choix qui ont été faits, comme ça je rajoute une limite aux choses qui ont été faites, dans les études un peu épidémiaux qui ont été vues, donc il y avait les impacts psychologiques liés aux phases de réparation. Donc est-ce que la phase de réparation se passait bien, est-ce qu'elle était longue et tout ça. Et ça rejoint aussi un petit peu cette logique des logements insalubres. Ça touche peu de personnes, mais ça touche quand même un nombre de personnes non négligeables, de personnes qui mettent du temps en fait à récupérer un logement dans des bonnes conditions. Et c'est des choses qui peuvent aussi durer. Ça veut dire qu'après une inondation, sévère ou pas sévère, parce que les mécanismes qui font que la réparation se passe bien, c'est pas forcément parce qu'il y a une grosse inondation, ça le fait, mais c'est pas parce qu'il y a une grosse inondation que il y aura que ça sera dans cette condition-là qu'il y aura beaucoup de logements qui seront en conditions insalubres pendant 1, 2 ans, 3 ans. Ça peut être aussi des inondations moins importantes qui sont moins dans l'œil des médias, donc on laisse de côté un petit peu ce qui se passe, cette phase de réparation, et du coup, si on raisonnait en espèce de taux d'incidence, ça pourrait aussi être important. Et c'est des effets qui sont pas à long terme, donc on n'est pas classé C, D, E, F de façon définitive, mais on peut avoir son logement même qui était bien, qui reste dans une espèce d'entre-deux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans,
avec des gens qui ont le choix entre être mal logés loin de leur maison ou rester dans leur maison qui ne répond pas en fait aux critères de salubrité, quoi. Et c'est aussi quelque chose qui n'a pas été trop regardé, mais qui est aussi dur, qui est difficile à faire et qui mériterait d'être investigué aussi. Bien noté pour ton programme de travail, Frédéric. Alors, monsieur... Pardon. Et si je peux juste réagir à madame. Pardon, je t'en prie. Juste sur le syndrome du bâtiment malsain, merci beaucoup. Et juste pour nuancer aussi mon propos, c'était pas forcément de dire que ce sont pas des choses qui sont importantes. Justement, c'est très significatif dans la littérature anglo-saxonne. Mais ce qui est plus contesté, c'est la causalité en fait avec le bâtiment, parce qu'il y a beaucoup de littérature récente qui conteste en fait le lien organique avec le bâtiment et la ventilation qui était le premier facteur en tout cas explicatif diagnostiqué, et les derniers écrits portent plutôt en tout cas beaucoup plus sur le caractère psychologique d'anxiété dès lors qu'il y a eu un évanouissement constaté, une céphalée, un effet un peu de contagion qui est retrouvé, et du coup dans le cadre d'une évaluation socio-économique qui porte sur l'investissement public, la capacité à établir le lien entre l'investissement, du coup le dur, et cet état voilà, de santé est plus complexe en tout cas. Je répondrai quand même. Le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur, ça a été étudié il y a longtemps par l'ANSES et un économiste de la Sorbonne. Donc on a aussi des données sur mauvaise qualité de l'air intérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ouais. Oui, on vous a entendu. Alors, monsieur devant, je crois que vous avez une question. Oui, bonjour. Oui, j'ai une question. Je suis bureau d'études et je fais pas mal de rénovation énergétique. Et dans ce que vous avez exprimé, on voit donc il y a un investissement. Et au-delà de cet investissement-là, il n'y a que du positif, quoi. On gagne en énergie, on baisse les émissions et puis on améliore la santé. Une grosse rénovation, comme celle que vous exprimez là, ça peut prendre plusieurs mois. Et donc là, il y a des impacts en termes de bruit, en termes de poussière. Et je voudrais juste savoir si les impacts négatifs en termes de santé au moment du chantier ont été pris en compte dans votre estimation ou pas. Et si c'est le cas, est-ce que c'est significatif ou est-ce que c'est rien du tout ? Je dirais non, sous contrôle des gens qui ont calculé les gains de santé, mais non, je pense pas. Tous les calculs qui ont été faits sont sur l'utilisation du logement, donc rien sur... Parce qu'effectivement, un chantier de plusieurs mois, dans les estimations qui ont été données tout à l'heure, je crois que sur l'impact du bruit, c'était quelques euros par jour par personne. Alors c'est vrai que si c'est une rénovation, si on change une chaudière, ça prend un jour, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de sujet. Mais un chantier qui dure 6 mois, donc les étiquettes A, B, c'est quand même quelques mois. Et donc on peut se dire qu'il y a un impact négatif en santé du chantier, si ça se passe pas très bien. Je vous ai compris. Je pense que c'est bien. Effectivement, le bruit de chantier, c'était pas le bruit du chantier de la rénovation d'un logement. Je pense que personne n'y avait pensé, mais effectivement, c'est un bon champ d'investigation. Oui, peut-être pour vous répondre, effectivement, j'agrée, nous, dans tous les exercices d'évaluation socio-économique, que ce soit sur de la rénovation énergétique ou plus largement sur de la rénovation immobilière. Il y a souvent des rénovations en site occupé avec des nuisances sonores. Sur la rénovation énergétique, parfois même peut-être du relogement, quand on va faire l'intérieur, les menuiseries ou changer les personnes d'endroit dans le bâti, etc., avec des nuisances pour eux. Après, peut-être en ordre de grandeur et dans les équilibres qu'on constate au global, vu qu'on fait des projections sur une période plutôt longue qui peut aller de 20 ans, 30 ans à 40 ans, ça doit être pris en compte, mais c'est pas forcément l'élément peut-être le plus dimensionnant, je dirais peut-être par rapport aux économies d'énergie. Mais c'est un élément en tout cas essentiel et qui, si on regarde aussi une vision de bénéfices socio-économiques par usager, voilà, c'est une nuisance qu'il faut prendre en compte pour les résidents pour lesquels c'est une gêne, s'ils ne peuvent pas utiliser leur salle d'eau pendant X jours, etc. Voilà, c'est certain que ça affecte la qualité de vie. Alors, je crois qu'il y a 2 questions encore tout en haut. Oui, bonjour. Je suis Daniel Herrera, maître de conférence à l'école et l'Université Paris-Dauphine. En fait, j'ai juste une question par rapport à la rénovation énergétique. Et c'est plus sur une question, pas de la méthodologie, que vous êtes en train d'appliquer dans ce contexte, mais c'est plus une question de type de données auxquelles on peut avoir. Alors, avec un projet avec 2 autres chercheurs à l'Université Paris-Dauphine, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de manipulations en fait, dans les données de diagnostic de performance énergétique. Et je me demande en fait si déjà les inputs peuvent être
fossé, en quelque sorte. Comment faire pour prendre en compte ça dans une étude d'évaluation socio-économique? Merci. Merci. Oui, je vois très bien ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire que quand on voit la distribution des DPE dans la base de données, on voit bien qu'aux limites de DPE, il manque beaucoup de logements juste en dessous du seuil, et puis il y en a anormalement beaucoup juste au-dessus du seuil. Donc ça, c'est assez clair. Mais nous, on est sur des données beaucoup plus moyennées. Donc, il faut imaginer qu'on prend la distribution écrétée, justement, de ces anomalies. Peut-être juste pour ajouter un point sur ce sujet-là, le DPE a un petit peu changé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le savent, je ne crois pas. Le DPE a un tout petit peu changé de statut juridique. Enfin, en tout cas, il a pris un petit peu de poids. Et donc ça peut peut-être l'améliorer sa qualité désormais. Donc évidemment pas historique, mais sur les DPE nouveaux qui vont arriver, ils seront peut-être de meilleure qualité. Ils seront peut-être moins sujets à manipulation, comme vous l'avez dit. Alors il y a une autre question, je crois. Oui. Investissement dans rénovation énergétique. Monsieur Giraudet, ces investissements se font sous quelle forme? C'est les ménages qui investissent pour faire des travaux, rénover leur logement. Alors, dans l'étude, on considère que 35% de cet investissement est couvert par les dispositifs d'aide existants. Donc, il y a 75% de reste à charge pour les propriétaires dont 50%, on le rappelle, sont du plus haut quintile de revenus. Dernière. Non, il n'y a plus de questions. Ah si, voilà. On va prendre une dernière question. Vous, Olivier Delmas, donc à l'INERIS. Ma question, c'est sur le calendrier. Là, vous parlez jusqu'à 2044. Est-ce que finalement, vos résultats en intégrant les bienfaits de santé n'amèneraient pas à raccourcir finalement ces échéances? Là, j'ai pas. La question de trop. En tout cas, j'ai pas de simulation pour vous donner une réponse argumentée. Mais bon, en tout cas, si vous voulez, en fait, pour des évaluations du type du jour au lendemain, on rénove tout, il n'y a plus besoin de modèle, en fait. Les règles de 3 suffisent. Donc, bon, on peut peut-être se prendre 10 minutes après et puis faire la règle de 3. Oui. Peut-être pour compléter cette fois-ci avec une contrainte simplement de terrain, nous on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux qui pour le coup sont assez en pointe sur l'aspect rénovation énergétique, puisque il me semble qu'il y a 2 fois moins de passoires énergétiques dans le logement social que dans le logement privé tout confondu. 5% il me semble dans le logement social, 10% en moyenne nationale. Et les bailleurs sociaux sont un levier important de massification, en tout cas de la rénovation énergétique. Et en fait, même eux, aujourd'hui, nous disent qu'ils ont du mal, en tout cas, à tenir les objectifs de rénovation énergétique. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus en avance que le particulier qu'il faut aller saisir, en suivant qu'ils soient en copropriété ou pas, etc. Donc, c'est aussi peut-être une question de réalisme du calendrier. Très bien, on va rester sur le réalisme. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je pense que vous pouvez applaudir, voilà, en guise de remerciement. Donc, petite pause. On reprend à 16h10 normalement, selon le planning. Donc, ne partez pas. Restez pour la dernière table ronde qui promet d'être stratosphérique. À tout de suite.